C'est un nouveau drame humain que nous allons évoquer ici aujourd'hui. Plus complexe que les précédents cas déjà étudiés, car il implique une forte connotation de politique étrangère et des luttes clandestines, identitaires et surtout religieuses, rivales en Irlande. Il n'en est pas moins l'exemple de la persévérance et de la ténacité. Ne jamais rien lâcher. Telle pourrait être la conclusion qui s'en dégage. Même si au bout du compte, la prescription judiciaire va venir s'imposer dans ce dossier. Un activiste irlandais, le jeune Seamus Rudy, disparaît tout à coup, sans laisser de traces, alors qu'il est en exil en France depuis quelque temps. Aux yeux de tous, sa disparition est incompréhensible. L'homme enseignant en France depuis peu, âgé d'une trentaine d'années, est rangé et est alors dans la force de l'âge. Il n'a ni les idées noires, ni aventurier insensé, ni prêt à laisser tomber une cause à laquelle il a déjà consacré une partie de sa vie. Il n'a pas non plus fui subitement à l'autre bout de la planète sans donner de raison ni invoquer un motif quelconque. Non, cela ne lui ressemble guère. Nous sommes donc bien dans le cadre de ce qu'on appelle habituellement en droit une disparition inquiétante. Et seul son passé, une fois révélé et étudié, plus en détail, va donner des pistes certes intéressantes, mais aussi dramatiques aux enquêteurs lors de sa disparition brutale. Des années plus tard, l'enquête judiciaire initialement ouverte en France, lieu de commission des faits et dernier lieu de résidence connu de la victime, puis poursuivi en Irlande. Son pays d'origine n'a rien donné, malgré un engagement important des forces de sécurité nationales. En aucun cas, il ne peut être reproché aux différents enquêteurs de n'avoir pas fait ce qu'il faut. Ils ont certes cherché, investigué, fouillé, perquisitionné, entendu des témoins et des suspects essayer de comprendre, mais la petite étincelle n'a pas eu lieu. Le petit coup de pouce du hasard ou du destin ne s'est hélas pas produit. L'affaire apparaissait alors comme loin de pouvoir être résolue dans les délais judiciaires qui sont les nôtres, et on se dirigeait clairement vers le rendu d'une ordonnance d'un non-lieu, un abandon des investigations. Il n'y a là rien que de raisonnable et de très normal, et c'est ainsi dans presque toutes les juridictions du monde. Il fallait juste un élément nouveau pour relancer l'enquête, réorienter les recherches, trouver le mobile et connaître le déroulé des faits, au vu du contexte bien précis du passé du jeune disparu. Près de 30 ans après les faits, cet élément viendra de la découverte en France, presque par hasard, d'ossements humains susceptibles d'être ceux du jeune Seamus Rudy, disparu depuis 32 ans alors. Comme quoi, ne jamais abandonner le combat, même s'il paraît perdu d'avance, même si l'horizon est bouché, ne jamais perdre espoir, même s'il est mince et même si on croit avoir tout fait, tout entrepris, tout vérifié, sont deux voies à suivre dans ces cas de disparition inquiétante, trouble, opaque, toujours mystérieuse. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une mystérieuse disparition, celle de Seamus Rudy. Pour cette nouvelle rentrée, je reviens avec de nouvelles vidéos mystérieuses ainsi que de terribles disparitions. J'espère en tout cas que vous avez passé de très bonnes vacances et que vous avez pu ainsi vous reposer. Une petite information importante, une nouvelle chaîne va faire surface sur YouTube, sur des dossiers très sensibles. Je vous tiendrai informé. Mais revenons tout d'abord, car c'est absolument nécessaire à la bonne compréhension des événements sur une si longue période et à leur enchaînement, à la chronologie aussi des faits tels qu'ils se sont survenus. Car cette histoire tragique
ne se comprend réellement que dans le contexte complexe du conflit religieux enflammé et passionné nord-irlandais des années 1970-2000. L'opposition entre républicains et nationalistes, principalement catholiques, d'une part loyalistes et unionistes, principalement protestants, quant à eux, sur l'avenir de l'Irlande du Nord, entraîne au fil des jours, des semaines, puis des mois, une montée de la violence qui durera près de 30 ans. Elle est le fait de groupes armés républicains qui s'enflamment pour la cause que chacun dit et croit juste. Bien que l'on voit s'opposer les communautés catholiques et protestantes, il ne s'agit pas, à vrai dire, d'un conflit uniquement religieux. Le fond du problème étant l'appartenance de l'Irlande du Nord au Royaume-Uni ou à la République d'Irlande. Les forces en présence et l'idée d'une indépendance totale qui rôdait alentour ont fait le reste. 3500 personnes au moins y ont perdu la vie. Cherchons donc à savoir ce qui est réellement arrivé à Seamus Rudy, ce jeune Irlandais subitement porté disparu à jamais, malgré son exil en France, loin des agitations irlandaises d'alors. Et dans cette affaire macabre, nous allons aller de rebondissement en rebondissement. En 2017, des décennies après sa disparition, la découverte d'ossements humains dans une forêt de l'Eure donne un tout nouvel éclairage au dossier de recherche resté désespérément muet depuis ces années qui sont devenues des décennies. Ces ossements retrouvés en forêt seront finalement rapidement identifiés comme étant ceux du dénommé Seamus Rudy, un ex-militant nord-irlandais, toujours porté disparu depuis sa fuite en France en décembre 1883, alors que son pays était toujours en proie à une sanglante guerre civile, religieuse et indépendantiste dont personne ne voyait la fin et un règlement pacifique venir. En effet, l'Irlande du Nord, province anglaise, séparée de l'Ulster, pays indépendant quant à lui, est alors ravagée par une guerre civile religieuse, qui ne dit pas son nom. Les passions sont fortes, exacerbées par des mouvements radicaux, les combats violents, les prises de position souvent extrêmes, confiant à la haine et à l'irrémédiable. En quelque sorte, ce pourrait être une Saint-Barthélemy 500 ans plus tard. Nous avons tous en tête des images, souvent très dures, de sanglants affrontements qui ont eu lieu à Belfast, Londonderry ou dans toute autre ville du Nord-Irlande. Et Seamus Rudy n'est pas le moins engagé dans ces affrontements, loin s'en faut. Il est de tous les combats, de tous les affrontements, de toutes les luttes, souvent au premier rang, muni d'un simple mouchoir autour de la bouche pour respirer et nanti d'armes hétéroclites. Le fanatisme, la certitude d'avoir raison coûte que coûte, la volonté d'être les seuls à posséder la justesse de vue, animent bien souvent ces garçons et ces filles. C'est le combat d'une vie, mais qui font face à des forces policières et militaires structurées et organisées. Le combat est inégal et semble de toute façon perdu d'avance. Seamus Rudy, la victime formellement identifiée grâce à son empreinte ADN, issue des dents retrouvées sur place, était originaire du petit village de Newry, dans le comté de Down, en Irlande du Nord. Il fait partie de ceux que l'on appelle depuis quelque temps déjà les disparus de l'Irlande du Nord. En fait, un groupe de militants irlandais évanouis dans la nature pendant le conflit sanglant opposant catholiques et protestants nord-irlandais. Anciens militants républicains irlandais, ne s'y retrouvant peut-être plus vraiment dans le chaos irlandais,
L'activiste, comme d'autres avant lui, avait choisi de prendre du recul avec le Parti républicain et marxiste irlandais IRSP. Il quitte son pays natal, véritable crève-cœur, on s'en doute, et en 1983 se réfugie à Paris, alors que son pays est en proie à une interminable lutte religieuse sanglante qui semble sans issue. L'année suivante, sa compagne de l'époque, Cecilia Moore, s'installera elle aussi à Paris pour vivre en permanence avec lui. Le couple est heureux, puis pour des raisons personnelles, elle retournera en Irlande, peu avant la disparition de Sáemus. Ils s'écrivaient néanmoins tous les jours et s'envoyaient de petits colis, comme ce t-shirt expédié depuis la poste locale de Paris. De chez lui, le 9 mai au soir, juste avant la fermeture. Sáemus Rudy, qui s'était très vite engagé pour la lutte des droits civiques à Newry, comté de Down, en Irlande du Nord, là où il vivait depuis toujours, rejoignit un peu plus tard le Parti socialiste, républicain irlandais, dont l'INLA était en fait la branche armée dissidente de l'IRA. Mais à peine 2 ans après son arrivée sur le sol français, le jeudi 9 mai 1985, c'était un jeudi soir, il est soudain enlevé, torturé et finalement tué de 2 balles en pleine tête par un groupe de miliciens radicaux irlandais qui le traquaient sans relâche depuis son départ du sol nord-irlandais. Sáemus Rudy, né en 1951, il avait alors tout juste 32 ans. Règlement de compte, trahison, vengeance, lâcheté à payer. Toutes les hypothèses sont dès lors à étudier. Mais les langues ne se délient pas facilement dans ce contexte. Le frère de Sáemus, Terence Rudy, a été le dernier membre de la famille à lui parler peu avant sa disparition. Il était inquiet parce que Sáemus lui avait dit qu'il avait prévu de rencontrer 3 personnes irlandaises plus tard dans la journée. Son intuition le guide à dire à son frère de ne pas aller à ce rendez-vous, mais rien n'y fait. La disparition de Sáemus Rudy n'a pas été signalée immédiatement, même, et c'est très étonnant, par son employeur de l'époque. Rappelons qu'il était professeur d'anglais, régulièrement embauché dans une école privée de la capitale. En juin 1985, sa compagne, très inquiète de ce silence, revient à Paris et se met à sa recherche. Finalement, à bout de ressources, elle déclarera sa disparition au service de police. Elle dira même aux enquêteurs qui la reçoivent, je cite, « J'avais l'impression qu'il était mort. J'avais l'impression que s'il était vivant, il m'aurait contacté. Il manquait des choses dans l'appartement, au moins plusieurs appareils photo, une boîte de lettres, un magnétophone. » Il n'y a aucune trace de Sáemus Rudy jusqu'en septembre 1985, lorsqu'un sac contenant ses vêtements est repêché dans la Seine par la brigade fluviale de la préfecture de police. Son assassinat est vite revendiqué par l'armée de libération nationale irlandaise, connue sous son acronyme INLA, une faction dissidente, certes marginale, mais très dure et impitoyable, dure de l'armée républicaine irlandaise, la très connue IRA, mais sa dépouille n'est jamais retrouvée. Les faits se seraient déroulés à Pont-de-l'Arche, en forêt de Bord, dans le département de l'Eure, là où précisément était supposée se trouver une cache d'armes prépositionnée. On a alors peu d'espoir, pour ainsi dire plus aucun espoir de revoir l'homme vivant. Mais les recherches et fouilles entreprises dans la région ne donneront rien. Jamais on ne retrouvera le corps de Sáemus Rudy. Notons aussi que Sáemus Rudy est très certainement le seul activiste assassiné hors des îles britanniques et irlandaises. Cela en dit long sur la détermination des activités qui le pourchassaient.
Peut-être aussi ses anciens compagnons de lutte l'accusaient-ils d'espionnage. Peut-être cherchait-il tout simplement à lui estorquer des contacts en France ou en Europe, afin de pouvoir se procurer des armes pour poursuivre le combat, car Seamus Rudi avait auparavant beaucoup travaillé dans ce domaine spécifique. La famille irlandaise de Seamus Rudi, comme beaucoup d'autres familles plongées dans le même drame, a longtemps insisté auprès des autorités irlandaises et britanniques afin que toute la lumière soit faite sur l'exécution dont ont été victimes ces jeunes militants, qualifiés de traîtres à la cause par des extrémistes peu soucieux de pardon ou de repentir. Mais rien ne sera fait sur place, en Irlande et en Grande-Bretagne. Il n'y aura pas d'enquête pour rechercher les auteurs, pas de procès pénal non plus. D'autant qu'en 1998, un accord de paix est finalement trouvé et conclu entre les parties jadis ennemies jurées. Après que l'accord eut été signé, on a acté officiellement la création d'une commission indépendante pour la localisation des restes des victimes, ICLVR. Son but était de tenter de retrouver la trace de ces activistes dont faisait partie Seamus Rudi, essentiellement connus comme les disparus irlandais, tués dans le plus grand secret par des paramilitaires intransigeants membres de l'IRA. On sait que la plupart de ces victimes ont sans doute été exécutées et enterrées dans le secret par l'une ou l'autre de ces factions rivales. Mais cet accord prévoyait aussi expressément l'abandon de toute poursuite quant aux auteurs, s'ils étaient localisés et identifiés. Pour travailler avec efficacité et sérénité, la commission a besoin de renseignements, de témoignages, de certitudes. Ils viennent parfois des auteurs eux-mêmes, bénéficiant d'une impunité judiciaire garantie, ou des proches des meurtriers. Les familles et les proches des victimes avaient toutes accepté cette règle. Elles veulent avant tout que le corps de leurs proches soit restitué. Et c'est bien normal. Et ça marche puisque depuis plus de 20 ans, la confidentialité absolue est respectée avec succès, alors que 13 dépouilles ont pu être retrouvées. Précisons que cette possibilité n'aurait jamais pu voir le jour en France, notre système judiciaire l'interdisant, en tout cas en l'état actuel du droit. Et le temps passe. On oublie ce qui, finalement, sera classé comme un simple fait divers. Malheureux, tragique, mais un fait divers. Et une actualité chassant l'autre, le nom de Seamus Rudi ne dit plus rien à personne au bout de quelques années. Il est dans l'oubli total, comme plein d'autres. En France, une enquête avait été ouverte pour retrouver la trace de Seamus Rudi. C'était en 1985, et 32 ans plus tard, la prescription judiciaire va s'inviter dans les débats. En 2008, cependant, de nouvelles recherches avaient été organisées en Normandie, près de Louviers, dans le département de l'Eure, pour tenter de retrouver le corps de Seamus Rudi. Elle faisait suite à 2 phases précédentes, démarrées en 1999 et en 2000. Le militant avait été enlevé en France en mai 1985, puis aurait été exécuté par des paramilitaires républicains de l'INLA, une branche marxiste de l'IRA, l'armée de libération de l'Irlande du Nord. Son corps avait été ensuite enterré dans un endroit tenu secret, très certainement en Normandie. Ces premières fouilles ne donneront rien, les renseignements recueillis étant trop imprécis. C'est en mai 2017, après des révélations faites par d'anciens militants irlandais, amnistiés depuis, que de nouvelles recherches plus importantes ont été lancées, cette fois-ci dans la forêt de Bord-Louviers, tout près du village de Pont-de-l'Arche, dans le département de l'Eure, au sud de Rouen. Nous sommes donc le samedi 6 mai 2017, dans la forêt de Bord-Louviers, dans le département de l'Eure. C'est le samedi d'un week-end de 3 jours, puisque le lundi 8 mai est un jour férié.
Comme il fait doux et agréable, il y a du monde en forêt. Mais la forêt bruise étrangement ce jour-là, de bruit, de pelleteuses, de camions, de personnels qui ne sont pas des promeneurs. Et pour cause. Depuis lundi matin, des travaux de terrassement, de recherche souterraine, d'excavation sont menés dans certains endroits précis de la vaste forêt. La forêt de Bord-Louviers est une vaste étendue boisée de plus de 4500 hectares, plantée tout près du confluent de l'Eure avec la Seine, au nord du département de l'Eure. Le département voisin de la Seine-Maritime avec Rouen, sa grande préfecture, n'est d'ailleurs pas loin. C'est dire déjà si l'endroit est habituellement fréquenté des touristes, randonneurs, marcheurs, promeneurs. C'est une forêt domaniale gérée par l'Office national des forêts, le très connu ONF, et il y a 7 arbres remarquables, bien connus de tous les amateurs de sylviculteurs et des amoureux des forêts françaises. Nous sommes à peine à 120 mètres d'altitude dans ces vallées de l'Eure et de la Seine où, à chaque détour du sentier, la vue est remarquable. Les zones urbaines les plus denses sont situées tout à côté. Louviers, la petite sous-préfecture, Val-de-Ruelle, la ville nouvelle jadis rebaptisée Pont de l'Arche et de Saint-Pierre, les Elbeuf. Notons aussi que l'autoroute A13, communément appelée l'autoroute de Normandie, chère à tous les franciliens, la traverse dans sa partie nord, mais aucun accès direct n'y est possible. Ce samedi-là, donc, des ossements supposés être des ossements humains sont découverts au pied d'un grand hêtre, pas très loin de l'axe autoroutier, par des personnels de la gendarmerie, des archéologues irlandais et un policier irlandais détaché sur place. Les informations données étaient donc bonnes. C'est la compagnie de gendarmerie départementale de Louviers qui est ici territorialement compétente. Entre les gendarmes primo-intervenants de la brigade de gendarmerie locale qui se sont rendus sur les lieux dès le départ, qu'ils ont aussi sécurisé, les techniciens en investigation criminelle de la brigade des recherches qui les ont rejoints et d'autres enquêteurs judiciaires du groupement de gendarmerie départementale d'Évreux, il y a du monde sur place. Il faut dire que la découverte est d'importance. Le parquet de Louviers est informé en temps réel et la procureure de la République ouvre aussitôt, sous son autorité, une enquête judiciaire aux fins de rechercher les causes de la mort et identifier formellement la victime. Mais on a peu de doute quand même. La forêt de Bord est rapidement quadrillée et la zone de découverte interdite d'accès. Tout y est passé au peigne fin et des excavations vont y être menées aux fins de compléter cette fois-ci les premières découvertes. Des policiers irlandais, accompagnés d'archéologues faisant partie de la commission indépendante pour la localisation des restes des victimes irlandaises, plus connue sous l'acronyme ICLVR, y participeront activement tout au long des fouilles. C'est l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, connu sous son nom acronyme l'IRCGN, basé depuis peu à Pontoise, dans le département du Val d'Oise, qui est à la manœuvre scientifique. Son savoir-faire et son expertise devenue indiscutables au fil des années et de sa montée en puissance sont universellement reconnus. Ici, au sein du laboratoire d'analyse, médecins légistes, anthropologues et experts en empreintes génétiques de l'Institut se sont réunis au sein du plateau médico-légal pluridisciplinaire afin d'arrêter ensemble la meilleure stratégie à adopter, laquelle a conduit à l'établissement du profil génétique de Seimus Rudi. Il était primordial, avant de procéder à tout acte technique, de prendre les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des traces. Cette même commission irlandaise d'enquête et d'investigation, toujours active en 2017, est de fait associée aux nouvelles recherches entreprises dans la région de Louviers, en forêt de Bord-Louviers. D'autres activistes irlandais réfractaires auraient peut-être pu être tués ici également.
L'hypothèse n'est pas farfelue car divers corps n'ont jamais été retrouvés. Pour cela, la commission bénéficie d'une autorisation administrative délivrée dans le cadre d'une coopération entre les autorités irlandaises et françaises. Les gendarmes départementaux de la compagnie de gendarmerie de Louviers travaillent ici en symbiose parfaite avec les membres de la commission et un policier irlandais détaché de l'ambassade d'Irlande à Paris qui fait office d'intermédiaire entre la gendarmerie nationale et les différentes autorités administratives et judiciaires irlandaises. Les restes inhumés de Seamus Ruddy ont été rapatriés à Newry, en Irlande, le mardi 6 juin 2017, lendemain de la Pentecôte, vers le cimetière communal où son nom a été ajouté à la plaque funéraire familiale. Ajoutons enfin que le mercredi 9 mai 2018, entre la commémoration du 8 mai et le jeudi de l'Ascension, la très officielle cour irlandaise des coroners en fait une assemblée de médecins légistes, composée de 4 hommes et 5 femmes, avec mandat judiciaire tout de même, s'est réunie à Dublin en Irlande pour statuer sur les causes de la mort de Seamus Ruddy, mais sans impliquer quiconque dans ce décès. Elle fera le constat très officiel que la victime a été victime d'un homicide illégal, ayant été tuée par balle par des personnes inconnues. Cette procédure n'a pas non plus d'équivalent en France. Cette cour a formellement établi que le jeune professeur irlandais ayant fui en France avait été tué par des tirs mortels à la tête. Un meurtre barbare dont le ou les auteurs ne seront jamais identifiés. Anne Morgan et Patsy McAster, les 2 sœurs de Seamus Ruddy, présentes en France alors, auront confirmation officielle du décès de leur frère. Sur les 16 victimes officiellement recensées et que la Commission nationale irlandaise devait retrouver, il reste, après la découverte du corps de Seamus Ruddy, 3 autres familles qui attendent toujours les déclarations éventuelles de personnes qui ont des informations sur leurs proches disparus. Il s'agit de Columba McVeigh, enlevé et assassiné par l'IRA provisoire, de Joe Linskey, un ressortissant de l'ouest de Belfast, également abattu par l'IRA, et de Robert Nerak, un officier de l'armée britannique qui aurait également été assassiné par l'IRA. Cela leur permettrait enfin de faire leur deuil, après tant d'années passées, à espérer et à attendre, et cela permettrait aussi et surtout de mettre fin officiellement aux travaux de la commission irlandaise, le but initial étant atteint, et surtout de solder un passif irlandais en tournant définitivement une page d'une histoire sombre du pays. Quant à l'enquête judiciaire ouverte en France, suite à la découverte des ossements au printemps 2017, elle va se heurter, comme nous l'avons déjà dit, à la prescription judiciaire. En effet, plus de 20 ans se sont écoulés depuis et aucune juridiction ne pourrait de toute façon plus poursuivre le ou les auteurs, si tant est qu'ils seraient découverts. C'est une règle de droit absolue, et même si elle a évolué récemment en allongeant certains délais de prescription, des affaires pénales ne permet quand même pas d'aller plus en avant dans ce dossier précis. Espérons tout de même que Seamus Ruddy repose en paix. Une petite pensée pour ses parents, ainsi que sa famille et ses sœurs, et pour toutes les autres personnes disparues qui n'ont jamais été retrouvées.